Cher Mayakovsky, rapporte-moi de Paris des bas, du parfum, beaucoup de poudres différentes, des colliers, une belle robe et encore une autre, éventuellement avec un grand décolleté pour fêter le nouvel an. C'est une liste comme celle-ci que Lily Brick a écrite à Mayakovsky en 1928. La pénurie de cosmétiques en Union soviétique n'empêchait pas les jeunes femmes de prendre soin d'elles et d'être belles. Dans cette vidéo, vous découvrirez les secrets de beauté de l'URSS. Comment une actrice de 70 ans a-t-elle réussi à paraître 30 ans? Pourquoi le premier concours de beauté soviétique s'est-il terminé par un scandale? À quoi ressemblaient les salons de beauté de l'époque et comment nos grands-mères se maquillaient-elles? Je m'appelle Vlada. Regardez ce que j'ai. Ce sont les parfums originaux Krasnaya Moskva. Écrivez en commentaire si vous en avez déjà vu chez votre mère ou votre grand-mère. Ce parfum a commencé à être produit dans les années 30 et à juste titre, cette décennie peut être considérée comme la plus parfumée de l'Union soviétique. Imaginez qu'en 1936, l'Union soviétique avait même dépassé la France dans la production de parfums, n'étant devancée que par le Royaume-Uni et les États-Unis. On attribue un grand rôle dans la promotion de Krasnaya Moskva à Polina Jemtchougina. Elle était l'épouse de l'homme politique Vyacheslav Molotov et dirigeait la célèbre usine Novaya Zarya. On dit que c'est précisément grâce à elle que les femmes de l'Union soviétique ont eu la possibilité de se faire plaisir avec un parfum raffiné, un savon parfumé ou une poudre légère comme l'air. En tant que directrice du trust Zirkost, ou en abrégé TZH, elle s'efforçait de rendre les produits de maquillage accessibles à chaque femme. Elle disait littéralement « Tous les secrets des salons de mode européens, accessibles aux dames bourgeoises pour des sommes énormes, nous les rendrons accessibles à la femme soviétique ». C'est ainsi que des magasins portant l'enseigne TZH sont apparus dans les villes soviétiques. On pouvait y acheter des produits rares, du rouge à lèvres, de la poudre, du parfum. Et, bien sûr, cela a rendu ces magasins très populaires. De plus, ces magasins vendaient aussi des produits courants comme du savon, des salons et des services de beauté à chaque coin de rue. Et à votre avis, en Union soviétique, allait-on chez l'esthéticienne? Faisait-on de la chirurgie esthétique? Ça paraît vraiment très étrange. J'ai toujours pensé que non. En réalité, il y avait tout de même un petit cabinet de soins esthétiques. Et à votre avis, qui a été à l'initiative de son ouverture? Allons-y. Essayez de deviner en 3 tentatives, comme on dit. Oui, l'initiatrice fut notre déjà connue Polina Jemchougina. Elle est allée à Paris, y a vu des salons de beauté et a dit « Nos femmes ne sont pas pires ». Et dès 1937, l'Institut de cosmétique et d'hygiène a ouvert ses portes. On disait qu'un établissement soviétique sérieux était quelque chose d'intermédiaire entre un salon de coiffure nouvelle génération et une bonne polyclinique. Pendant la guerre, nos chirurgiens ont acquis une expérience tout simplement inestimable en reconstituant les visages des soldats. Le professionnalisme de nos chirurgiens était reconnu par toute la communauté internationale. Lorsque les chirurgiens sont partis à l'étranger pour présenter leurs travaux et observer ceux de leurs collègues étrangers, ils ont reçu des retours tout simplement enthousiastes. Les collègues étrangers étaient également étonnés de voir comment nos chirurgiens parvenaient à réaliser un travail d'une telle qualité dans des conditions très inhabituelles. En fait, l'Institut de beauté ne disposait même pas de scalpel. Toutes les opérations étaient réalisées avec une moitié de lame de rasoir, car il n'existait pas d'instrument plus fin et plus tranchant en Union soviétique. Et les fils utilisés pour les opérations sur le corps ne convenaient tout simplement pas au visage, c'est pourquoi on utilisait des crins de cheval. Il fallait des fils extrêmement résistants et très fins. C'est pourquoi les employés se rendaient dans les écuries et achetaient des queues de cheval. Après des procédures spéciales de traitement, le crin de cheval était inséré manuellement dans l'aiguille, puis on commençait la suture. En Union soviétique, la chirurgie plastique était le seul service payant dans le système de santé. Mais même ainsi, pratiquement tout le monde pouvait se le permettre. Une rhinoplastie coûtait de 15 à 30 roubles. La blépharoplastie coûtait 15 roubles et le lifting du visage seulement 7 roubles. Le seul problème était l'attente d'1 an pour consulter un chirurgien réputé. Comme on disait, en Union soviétique, il fallait attendre non seulement un appartement, mais aussi une opération de chirurgie esthétique. En fait, la priorité était donnée aux stars, aux proches de hauts responsables du parti, aux ministres et à d'autres personnes importantes. Les séries modernes sont souvent critiquées parce que des femmes et des hommes de 30 ans jouent des lycéens, créant ainsi une image peu crédible des adolescents.
Prenons par exemple l'actrice Alexa Demi. À 28 ans, elle jouait une lycéenne. Ou encore, par exemple, Audrey. Elle avait 32 ans lorsqu'elle a joué une jeune femme de 18 ans dans le film Diamant sur canapé. Mais en Union soviétique, il s'est une fois produit la situation inverse. Regardez ces images. Ce sont des photos du film soviétique Les Tourneaux et la Lyre. Selon le scénario, la jeune femme n'a pas plus de 30 ans. Mais quel âge pensez-vous que l'actrice avait dans la vie? 40? 50? Pouvez-vous imaginer? L'actrice Lyubov Orlova avait 70 ans lorsqu'elle jouait une femme de 30 ans. Son nom est devenu synonyme de jeunesse éternelle et de beauté impeccable. Elle est vraiment devenue la star numéro un. La star de cinéma adorée de tous, Lyubov Orlova, s'est adressée précisément à l'Institut de cosmétique et d'hygiène pour subir une blépharoplastie, retirer la peau tombante et ouvrir son regard. D'ailleurs, elle avait toutes les possibilités de faire de la chirurgie esthétique, par exemple à Paris. Mais elle les faisait à Moscou. Le temps passait. La gamme de produits de soins s'est élargie dans les années 60. Parmi les produits de soins de la peau, différents types de crèmes sont apparus, à la fraise, à la framboise. Il y avait vraiment beaucoup de crèmes pour bronzer, contre le bronzage, contre les taches de rousseur et d'autres encore. Parmi les produits de teint, on utilisait des poudres libres comme Krasnaya Moskva, Maska, Carmen ou des options plus abordables, par exemple les Biagipou. Et pour appliquer la poudre, on utilisait un simple coton car les houppettes étaient pratiquement introuvables. Il était très difficile d'en trouver. Dans les années 70, les poudres compactes sont apparues et à la fin de la décennie, la célèbre poudre française Lancôme avec une rose dorée sur l'emballage. Il fallait longtemps la traquer pour en obtenir. L'apparition des fonds de teint dans la cosmétologie soviétique a été une véritable révolution. Mais malheureusement, la qualité de ces fonds de teint était très décevante. Par exemple, le légendaire fond de teint Ballet, que l'on peut encore trouver sur les étagères des magasins, s'appliquait très mal et n'existait qu'en une seule teinte. Il donnait même l'impression de transformer le visage en masque. Parmi les rouges à lèvres soviétiques, le plus célèbre était Helena de la fabrique Razvet. Et maintenant, voici quelques astuces soviétiques pour utiliser le rouge à lèvres. On appliquait souvent de la vaseline par-dessus, à la place du gloss. Et pour utiliser le rouge à lèvres jusqu'à la toute dernière miette, on le grattait avec une allumette et on l'appliquait sur les lèvres. S'il restait par exemple plusieurs rouges à lèvres, on pouvait les mélanger au bain-marie. C'est-à-dire qu'on sort les rouges à lèvres, on les met dans une petite cuillère et on les fait fondre au bain-marie. Et vous obtenez ainsi une nouvelle teinte expérimentale faite maison. Le produit suivant, vous le connaissez à coup sûr. En 1947, l'usine Grimm a lancé le célèbre mascara Leningradskaya. Et malgré le fait que ce mascara tenait très mal, coulait, piquait les yeux au moindre contact avec l'eau et piquait même très fort. J'ai vu des commentaires où ce mascara n'est pas simplement qualifié de mascara, mais carrément d'enfer pour les yeux, parce que ça faisait vraiment très mal. Eh bien, malgré tout cela, ce mascara est resté dans les trousses de maquillage des filles pendant une période assez longue. Après la coloration, les cils ressemblaient à des pattes d'araignée. Il fallait donc les séparer d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi les beautés soviétiques utilisaient une aiguille pour séparer leurs cils. Aujourd'hui, bien sûr, cela paraît complètement fou. Approchez une aiguille de ses yeux. Au moindre faux mouvement, il pouvait arriver quelque chose de vraiment grave et irréversible, comme vous pouvez l'imaginer. Pour un effet encore plus marqué, avant d'appliquer le mascara, les cils étaient recourbés à l'aide d'un fer à friser chauffé. C'était en quelque sorte l'équivalent soviétique, apparemment, du rehaussement de cils ou tout simplement du recourbe-cils. Après avoir recourbé les cils, on les poudrait, puis on appliquait le mascara. Bien sûr, on vendait aussi des fards à paupières, mais le choix était très limité. Vert, bleu, marron. Et voici une astuce soviétique pour choisir le fard à paupières idéal. Si vous avez les yeux verts, prenez un fard à paupières vert. Si vous avez les yeux bleus, prenez un fard à paupières bleu. Moi, j'aurais choisi le marron. Avec le temps, dans les années 80, la gamme s'est enrichie de nouvelles teintes aux reflets nacrés. Voilà comment les filles prenaient soin d'elles à la maison. Mais à quoi ressemblaient les salons de beauté soviétiques de l'époque? Il y avait des salons de coiffure et ils ne coûtaient vraiment pas cher.
Mais le principal problème était exactement le même qu'avec la chirurgie esthétique. Il fallait faire une très longue queue pour accéder à un professionnel. Des salons de beauté au sens moderne du terme, bien sûr, il n'y en avait pas en Union soviétique. Il y avait des salons de coiffure où l'on pouvait se faire couper les cheveux, se les teindre, les décolorer ou encore faire une permanente pour avoir des boucles. Parallèlement au salon de coiffure, il existait un cabinet de soins esthétiques. Là, des esthéticiennes pouvaient vous maquiller, teindre vos sourcils ou vos cils. Les prix de tous les services étaient fixés par l'État. Ainsi, se faire couper les cheveux à Moscou ou dans une petite ville coûtait exactement le même prix. Il y avait aussi des spécialistes de la manucure et de la pédicure dans les salons de coiffure. Mais pour réaliser une manucure de qualité, les spécialistes devaient vraiment s'appliquer. En termes de qualité, les vernis ressemblaient davantage à de la peinture de bâtiment. Ils s'appliquaient mal, mettaient longtemps à sécher et tenaient peu de temps. Le choix des couleurs était également limité. Toutes les nuances de rouge, du rose et du transparent. De plus, pour obtenir une nouvelle couleur souvent expérimentale, les spécialistes mélangeaient fréquemment les vernis entre eux. Et pour ajouter un design original comme des paillettes, les spécialistes prenaient des décorations de sapins de Noël et versaient les paillettes dans le vernis. Vous avez aussi remarqué que, dans l'industrie de la beauté soviétique, il y avait énormément de situations où les femmes devaient être, de véritables inventrices. Regardez cette jeune fille. À seulement 16 ans, elle est devenue le centre des discussions publiques et entourée de rumeurs. On lui disait toutes sortes de méchancetés, aussi bien dans son dos qu'en face, dans la rue. Et à l'université, on refusait d'accepter ses dossiers. De quoi s'agit-il exactement? Qu'a-t-elle donc fait de si grave? Tout cela à cause du premier concours officiel de beauté organisé en Union soviétique. Avec l'ère Gorbatchev, beaucoup de choses ont changé en Union soviétique, y compris l'apparition de l'idée de créer un nouveau projet, un concours de beauté parmi les jeunes femmes de la capitale. C'est ainsi qu'a été organisé le premier concours, Miss Moscou 88. Mais le fait est que personne ne savait du tout comment organiser un concours, ni même à quoi il devait ressembler. Selon quels critères sélectionner les candidates, nous n'en avions aucune idée, admet le directeur du concours. Finalement, il a été décidé qu'il n'y aurait absolument aucune restriction pour la sélection. Bien que le concours s'appelle Miss Moscou, des participantes venues d'autres villes ainsi que des femmes mariées ou ayant des enfants pouvaient également y prendre part. Il n'y avait pas non plus de restrictions concernant les mensurations. Autrement dit, des jeunes femmes de toute morphologie pouvaient participer. Sur 2500 candidates, seulement 36 ont été sélectionnées. Leonid Yakubovitch a été choisi comme présentateur et l'un des membres du jury. À l'époque, il était encore inconnu du grand public. La finale du concours s'est déroulée en 3 étapes. Les participantes ont défilé en maillot de bain, en costumes nationaux et en robe de soirée. Le plus drôle, c'est que les organisateurs n'avaient aucune idée que les maillots de bain devaient être identiques pour toutes les candidates. Vous savez, dans les concours de beauté à l'étranger, cela se passe généralement ainsi. C'est une sorte de règle du genre. Mais, comme je l'ai déjà dit, les organisateurs ne le savaient pas, alors les filles laissaient libre cours à leur imagination. Il y avait de tout en matière de maillots de bain, des modèles très couvrants et des bikinis extrêmement échancrés. Les prix du concours donnaient vraiment envie de se battre. Le premier prix principal était une croisière gratuite, un voyage à une rencontre de la jeunesse à Varsovie, un voyage à un festival, une télévision, un magnétophone à cassette et bien d'autres choses encore. Mais lors de la finale du concours, il y a eu une situation très embarrassante. 6 filles sont arrivées en finale du concours. Le directeur du concours se souvient, quand il ne restait plus que 6 candidates en finale, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions même pas regardé leur passeport. Nous avons vérifié. La première jeune fille était Oksana Fandera. À l'époque, elle venait tout juste d'arriver à Moscou depuis Odessa pour tenter sa chance et n'avait pas de permis de résidence moscovite, donc elle ne pouvait pas être élue beauté de Moscou. La candidate suivante était Ira Suvorova, mais elle non plus ne pouvait pas être déclarée gagnante car il s'est avéré qu'elle était mariée et avait des enfants. Mais il était impossible de la retirer du concours. Après tout, elle était l'une des finalistes. C'est pourquoi il a été décidé de l'appeler Madame Moscou. Ces décisions étaient vraiment étranges. Je rappelle que lors de la sélection des candidates, il n'y avait aucune restriction. Alors pourquoi, lors de la finale, une fille venue d'une autre ville ou une femme mariée ne pouvait-elle pas devenir la gagnante? La troisième candidate était Lena Peredreva.
Elle n'a pas été retenue pour une raison très étrange. Elle avait l'air d'un mannequin professionnel alors qu'on cherchait une amatrice. Ensuite, il y avait Lena Dourneva, la directrice du concours disait: c'est idiot, bien sûr, mais imaginez comment ça sonne. La première beauté de Moscou, Elena Dourneva. Changer son nom de famille en un jour, c'est irréaliste. La lutte se jouait entre Masha Kalinina et Katia Chelichkina. C'est Kalinina qui a remporté la victoire, à la surprise de beaucoup, y compris de Masha elle-même. Bien sûr, le public est resté mécontent. On insultait Masha, on lui disait des méchancetés, et les rumeurs enflaient selon lesquelles, comme on dit, sa place avait été achetée et qu'elle avait des liens avec les hautes sphères. Mais elle n'a pas eu à écouter ces rumeurs bien longtemps. Masha est partie en Europe et lorsqu'elle a eu 18 ans, elle a déménagé aux États-Unis et elle y est restée depuis. Aujourd'hui, Maria travaille comme coach de yoga. La nuit blanche est tombée, tel un nuage. Le vent devine le printemps naissant. J'entends une voix familière, je vois ton visage. Mais pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que je fais? C'est l'un des secrets beauté de l'URSS. Si vos lèvres sont gercées, appliquez un masque de miel naturel tous les 2 jours. Il faut garder ce masque pendant 20 minutes. Un masque au fromage blanc lisse également merveilleusement l'épiderme des lèvres. Il suffit d'y ajouter une petite quantité de crème. En Union soviétique, on publiait des magazines de spécialisés où l'on pouvait trouver de nombreux conseils de soins personnels. En voici un, par exemple. Si tu bois régulièrement du jus de carotte, un demi-verre 3 fois par jour avant les repas, tu aideras merveilleusement le travail de l'estomac, des reins et des intestins, ce qui donnera un joli teint et le bronzage accrochera plus vite. Voici un autre masque testé par de nombreuses jeunes filles soviétiques. Il s'agit d'un masque à base de pommes de terre. C'est une version idéale de masque traditionnel qui élimine la brillance grasse et possède un effet apaisant et asséchant. Ce masque était également populaire en raison de sa grande accessibilité. Râper la pomme de terre jusqu'à obtenir une purée et l'appliquer sur le visage pendant 15 ou 10 minutes, c'était à la portée de chaque jeune fille. Pour lutter contre la brillance grasse et les boutons, on se lavait le visage avec des flocons d'avoine. On les réduisait en farine, puis on ajoutait de l'eau et on se lavait le visage avec la bouillie obtenue. La poudre d'avoine nettoie la peau en profondeur et la polit légèrement, lui donnant douceur et éclat. Il vaut mieux ne pas se laver le visage avec des flocons d'avoine tous les jours. Faites ce type de peeling 1 fois par semaine ou moins souvent. Si vous êtes amateur de bains chauds, essayez des produits plus naturels venus de l'Union soviétique à la place des produits habituels et des boules de bain. À l'époque soviétique, les bains relaxants à base d'aiguilles de pin étaient populaires. Pour les préparer, il faut entre 1,5 et 1,5 kg d'aiguilles, de bourgeons et d'écorce de pin. Il faut les faire bouillir dans 3 à 4 litres d'eau pendant 10 minutes. Le bouillon doit ensuite infuser pendant 4 heures, être filtré, puis ajouté à l'eau du bain. Voici un autre secret beauté, se laver le visage avec du lait. Le lait a un effet apaisant sur la peau. Cette procédure s'effectue après avoir nettoyé la peau. De plus, le lait est dilué avec de l'eau chaude jusqu'à atteindre la température du lait frais. Et si la peau est enflammée et qu'il faut apaiser ces inflammations, on ajoute alors au lait, à la place de l'eau chaude, une infusion bien forte de camomille ou de tilleul. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait de plus intéressant sur la beauté en Union soviétique. Si vous souhaitez découvrir les secrets de beauté des Coréennes ou savoir ce que font les femmes asiatiques en général pour être belles, vous pouvez regarder ma vidéo précédente. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et à bientôt.